Il était une fois un marais, comme il y en a eu beaucoup sur la planète pendant très longtemps. Puis, l'homme est arrivé et a condamné les marais à être drainés, asséchés, comblés, soit enfin à être utiles. À la verticale de l'équateur, en Amérique du Sud, la Guyane française n'a pas échappé à cette logique. Pendant des dizaines d'années, et malgré des conditions de vie épouvantables, on a envoyé des esclaves faire pousser du riz dans le marais de Caux. Cet immense marais proche de la frontière brésilienne. La fin de l'esclavage a rendu les rizières au marais, et seuls quelques stigmates témoignent de l'acharnement des hommes. Cependant, au cœur du marais, une mare avait été totalement oubliée des aménageurs et des planificateurs. Une sorte de petit paradis où la vie semblait s'écouler dans une harmonie parfaite. Ici avaient élu domicile des habitants pour le moins étonnants et rares. Des oiseaux comme nulle part ailleurs, des reptiles comme nulle part ailleurs, des plantes comme nulle part ailleurs. Un sanctuaire pour espèces rares en quelque sorte. Cette mare, aucun humain ne l'avait pénétrée. Et pour cause, elle était totalement inaccessible, car située au cœur d'un immense marais d'herbes flottantes, lui-même entouré d'un côté par une jungle impénétrable et de l'autre par de redoutables bancs de vases. Cette mare totalement inconnue allait bientôt révéler ses secrets les plus intimes. Un jour, un mammifère encore jamais vu dans les parages, accompagné de quelques-uns de ses semblables, arriva par la seule voie possible, le ciel. Une espèce rare également, des scientifiques. N'étant ni des poissons ni des grenouilles, ils s'installèrent dans une sorte de maison posée sur l'eau qui allait bientôt devenir un laboratoire flottant, à l'abri des nombreux prédateurs, plutôt curieux voire intéressés par cette intrusion. À la tête de ce petit groupe, Daniel Guiral, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, spécialisé en écologie aquatique. Intrigué depuis des années par cette mare qu'il n'avait pu que survoler, il avait maintenant la ferme intention de décrypter les stratégies adoptées par les habitants de ce petit paradis, qui allait bientôt se révéler être un univers régi par des équilibres très subtils et reposant sur des lois d'une extraordinaire ingéniosité. L'eau constitue bien évidemment l'élément dominant de cet écosystème aquatique. Mais d'où vient-elle ? Dans sa conquête de la planète, l'homme a su tirer parti des vents, et tout particulièrement des alizés qui soufflent en permanence dans le même sens et qui conduisent tout droit de l'Europe et de l'Afrique vers l'Amérique. Ces vents véhiculent surtout d'énormes nuages, les cumulonimbus, formés par la condensation de l'eau évaporée à la surface de l'océan Atlantique. Des alizés qui convergent vers les côtes est de l'Amérique du Sud. La première barrière à laquelle se heurtent ces masses d'air humide est une colline d'à peine 350 mètres de haut, sur les côtes de Guyane. Ici, dans un paysage sans vrai relief, on l'appelle la montagne de Caux.
D'ailleurs, malgré cette faible altitude, cette colline joue bien le rôle d'une montagne, en provoquant un arrêt brutal des nuages et des pluies équatoriales très intenses. Nous sommes actuellement sur le sentier de la montagne de Caux, qui passe sur la crête à 330 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans la zone la plus pluvieuse de Guyane, il tombe par an entre 4 et 100 mètres d'eau. Oui, mais voilà, toute cette eau qui tombe du ciel en quantité énorme ruisselle sur un sol quasiment sans terre. Car cette montagne n'est qu'une immense carapace métallique constituée d'oxyde de fer. L'eau n'emporte rien avec elle, et donc aucun des éléments indispensables au développement de la vie. Lorsqu'elle arrive en bas de la montagne, elle est toujours de l'eau de pluie, une eau totalement pure. Cette montagne est en fait le vestige de très anciens et immenses volcans en activité avant la séparation entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Usée, lessivée de toute sa terre, cette énorme dalle de fer très compacte est recouverte d'une forêt en état de survie, malgré son apparence, car celle-ci pousse sur des sols d'une totale pauvreté et ne peut compter que sur sa propre litière pour se régénérer. Les racines de ces arbres courent en surface et tentent de pénétrer cette carapace à la recherche de substances nutritives et d'eau. Elle s'étire parfois sur plus de 100 mètres sans quasiment jamais y parvenir. Cette montagne est incapable de retenir l'eau de pluie qui se déverse dans cette immense cuvette de plus de 70 km de longueur et qui s'étend sur 40 km jusqu'à l'océan, le marais de Caux. L'absolue pureté, mais surtout pauvreté de cette eau, n'augure rien de bon pour le développement de la vie dans le marais, puisqu'elle ne contient aucun élément nutritif. Le marais est recouvert de végétation flottante, ce qui empêche les échanges gazeux entre l'air et l'eau et de plus limite considérablement la quantité de lumière pouvant pénétrer dans l'eau. Et sans lumière, pas de photosynthèse possible et donc pas de production d'oxygène dans l'eau. De plus, la décomposition lente de cette couverture végétale consomme le peu d'oxygène qui avait été dissous lors du ruissellement sur la montagne de Caux. Cette mare, simple déchirure dans le tapis végétal, dépourvue d'éléments nutritifs et sans oxygène, semble très peu propice à la vie. Pourtant, une faune étonnante a manifestement choisi de vivre ici. Comment tous ces habitants parviennent-ils à coexister dans cet espace clos, isolé au cœur d'une immense prairie inondée? L'eau est non seulement très pauvre en oxygène, elle est de plus acide, du fait de la décomposition de la matière végétale. Une difficulté supplémentaire au développement de la vie. Allez Audrey. Voilà. Donc là, je tamise l'eau pour retenir tous les organismes dont la taille est supérieure à 40 microns. Le scientifique parvient malgré tout à observer quelques très rares algues perdues dans la matière organique en décomposition. Or, ce sont elles qui constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire. C'est au microscope qu'elles révéleront toute leur beauté, véritable joyau d'orfèvrerie. Elles sont si peu nombreuses que leur rôle est totalement négligeable par rapport aux nénuphars qui recouvrent pratiquement toute la surface de l'eau. Ce sont ces plantes qui interceptent l'essentiel de la lumière et qui s'approprient le peu d'azote et de phosphore disponibles dans le milieu.
Mais alors, comment peut fonctionner une telle chaîne alimentaire dominée à son sommet par d'aussi puissants prédateurs que des caïmans noirs et qui repose à sa base sur une si faible densité d'algues? Dans cette eau si particulière, Daniel parvient à mettre en évidence une vie microscopique aquatique, peu développée mais bien présente. Plusieurs espèces d'êtres vivants, aux formes et mœurs étranges, parviennent malgré tout à survivre dans ce quasi-désert biologique. Les plus petits constituent le zooplancton, qui, en s'alimentant sur les algues, compose normalement le deuxième maillon de la chaîne alimentaire. Le problème, c'est qu'ici les algues sont à la fois très rares et bien plus grosses qu'eux. Ils ne peuvent donc pas les consommer. Quelques autres organismes, les rotifères, sont présents eux aussi en très faible quantité. Ils sont ici si petits qu'ils consomment surtout des bactéries qu'ils aspirent par un astucieux système de double couronne de cils tournant en sens inverse. Dans ce monde amphibie où le végétal domine, même les oiseaux ont dû s'adapter. Parmi les résidents de la mare, le jacana noir est un spécialiste de la marche en terrain instable. Porté par les feuilles de nénuphar, il est contraint de se déplacer en permanence au risque de couler. Cependant, peu reconnaissant pour cette végétation qui lui permet de marcher sur l'eau, il montre un comportement bien peu respectueux pour les fleurs de ses nénuphars. Pour cet oiseau considéré comme consommateur d'insectes, jusqu'à cette première observation, les graines de nénuphar riches en azote constituent un complément nutritif indispensable dans ce milieu très pauvre. Un oiseau étrange peuple les berges de la mare, l'oasin. Il s'est tellement bien adapté à ce monde végétal qu'il est devenu végétarien. Avec son allure de fossile vivant, c'est un consommateur exclusif de feuilles. Les arbres sont ainsi pour lui plus qu'un support, ils sont aussi son garde-manger. Pour assimiler les feuilles des Pterocarpus, toxiques et très difficilement assimilables, qui constituent l'essentiel de son alimentation sur la mare, il a dû développer un appareil digestif très proche de celui des ruminants. Très sélectif dans son alimentation, ses choix se portent exclusivement sur les plus jeunes feuilles en bout de rameaux, les moins coriaces. Un périlleux exercice d'équilibre pour ce lourd oiseau. Cet estomac hypertrophié, qui correspond au quart du poids de son corps, est responsable d'une très importante atrophie des muscles de ses ailes. Sautant et planant plus qu'il ne vole, ses capacités de déplacement sont très limitées, mais sans réelles conséquences. En effet, quel pourrait être le bénéfice pour lui de pouvoir s'éloigner de la mare alors que les Pterocarpus ne sont que là? Dans cette chaîne d'adaptation et de comportement, il est maintenant bien difficile de déterminer si l'oasin est devenu un consommateur de feuilles car mauvais voilier, ou si ses adaptations à digérer les feuilles lui ont imposé la sédentarité. Par ses choix maintenant irréversibles, la vie des oasins de la mare est ainsi totalement dépendante des jeunes arbres qui colonisent les berges. Une végétation régulièrement broutée est productrice d'une quantité importante de bois mort, ce qui aura des conséquences très inattendues.
Avec les aigrettes blanches qui occupent le sommet des arbres, on retrouve des oiseaux dont le régime alimentaire est nettement plus classique. Mais cette mare d'une extrême pauvreté ne peut offrir aucune ressource à ses locataires. L'observation des scientifiques montre qu'elle est un dortoir calme, isolé, où il est possible de se reposer et se reproduire en toute quiétude. Chaque matin, c'est donc en ordre dispersé que la colonie d'aigrettes se disloque pour aller pêcher dans des zones où les poissons sont à la fois abondants et plus accessibles. Toutes ces observations ne font que rendre encore plus incompréhensibles les paradoxes de cette mare. L'extrême pauvreté de l'eau est totalement contradictoire avec la présence de super prédateurs comme les caïmans noirs. C'est la curiosité du scientifique qui va lui donner une première clé de compréhension. Entre les larges feuilles de nénuphar, Daniel Guiral repère à divers endroits de la mare de timides et fragiles petites fleurs jaunes qui émergent au-dessus de la surface de l'eau. Tu la vois là, juste à côté de la feuille de nénuphar là. Ouais. Toute petite fleur délicate. Là. Plus surprenant encore, ces fleurs appartiennent à des masses végétales immergées très importantes et pourtant invisibles. Elles présentent une organisation très complexe avec, sous la surface de l'eau, des rameaux étalés d'un vert très lumineux. Et plus en profondeur, de très longs rameaux brunâtres couverts de petites vésicules enveloppées d'une substance gélatineuse. Le contraste est remarquable entre les rameaux de surface de couleur verte et les rameaux profonds bruns là où logiquement l'on s'attendait à trouver des racines. C'est pas des racines. On voit donc toutes ces petites vésicules, là, ces petites boules transparentes. De quoi s'agit-il, puisque ce ne sont pas des racines et que la plante flotte librement dans l'eau? C'est tout à fait surprenant. À l'intérieur, on voit des petites proies qui sont encore vivantes, qui sont rentrées à l'intérieur de ce genre de piège. Là. Donc là, on a affaire à une plante carnivore. Elle a à la fois la double fonction de plante chlorophyllienne, qui correspond donc à ses rameaux verts, et d'alimentation sur des proies vivantes. Ces plantes carnivores sont des utriculaires. Cette plante aquatique a développé une stratégie pour le moins étonnante, la spécialisation du travail. Pour ses rameaux de surface, une activité classique de photosynthèse, et pour ses rameaux les plus profonds, la capture de proies vivantes. Grâce aux zooplanctons capturés, ces plantes carnivores trouvent l'azote et le phosphore indispensables à leur survie, alors que ces éléments sont quasiment absents dans l'eau. Chaque piège, en forme de sac, est prolongé par deux grandes antennes ramifiées qui servent à canaliser la proie vers le clapet fermant hermétiquement le piège. La capture est déclenchée lorsque les poils sensoriels bordant l'entrée du piège sont heurtés par une proie. Une information qui entraîne alors par action réflexe l'ouverture du clapet.
Cette ouverture provoque instantanément l'aspiration de l'eau et de la proie. Suivi aussitôt par la fermeture du clapet. Ces étapes ne durent que de 10 à 15 millièmes de seconde. Mais une question se pose aux scientifiques. Comment expliquer cette prédation intense alors que les proies sont si rares dans l'eau? Ces plantes carnivores n'en restent pas moins des plantes et sont immobiles dans une eau stagnante, à la différence des animaux carnivores qui, eux, peuvent traquer leurs proies. Comment font-elles pour capturer le zooplancton? Il existe bien de rares plantes terrestres carnivores qui vivent elles aussi toujours dans des milieux très pauvres. C'est par leur odeur ou leur couleur qu'elles peuvent attirer les insectes vers leurs pièges. Mais pour nos utriculaires du Marais, comment être à la fois une plante, un carnivore et vivre en permanence sous l'eau? Seule solution, disposer d'une stratégie pour faire venir le zooplancton à proximité des pièges. Ce qui m'intéresse, c'est de caractériser les espèces. Donc le but est d'avoir des échantillons les plus importants possibles pour avoir une bonne représentation de l'ensemble de la communauté qui vit dans cette eau, à proximité immédiate des plantes. Le chercheur constate effectivement que la densité du zooplancton est beaucoup plus importante dans l'environnement immédiat des pièges de la plante carnivore que dans l'eau de la mare. Cette concentration ne peut pas être le fruit du hasard et doit certainement résulter d'une stratégie élaborée par la plante à destination du zooplancton. Sur les rameaux de la plante et sur les pièges, Daniel observe la présence d'algues fixées d'une taille bien plus petite que les algues qu'il avait observées au microscope au début de sa mission. Des petites algues parfaitement adaptées cette fois à la taille et au régime alimentaire du zooplancton. Le scientifique réalise alors que la plante se laisse coloniser par des algues dans le seul but d'attirer le zooplancton pour le capturer dès qu'il passe à proximité des pièges. Ce comportement n'avait encore jamais été observé chez cette plante. Daniel comprend maintenant le sens de cette concentration élevée de zooplancton près des plantes carnivores. Logique, il est là où il peut trouver à manger, même si cela n'est pas sans risque. Les plantes carnivores utriculaires entretiennent une sorte de jardin potager. Une stratégie exceptionnelle. C'est exactement comme si un lion cultivait un jardin en plein désert pour attirer et faire grossir des gazelles pour les dévorer ensuite. Ce qui ne s'est encore jamais vu dans un désert terrestre existe bel et bien ici, au cœur de ce marais de Caux. Du coup, ce jardin potager luxuriant et ses habitants intéressent toute une curieuse faune attirée par cette aubaine. Les larves de libellules qui rôdent sans relâche à la recherche de proies, mais aussi un autre animal très curieux, la larve du frigane, dont l'adulte ressemble à un papillon. Pour se protéger des prédateurs, cette larve s'est construit un fourreau à partir des sécrétions de ses glandes salivaires. À l'approche de cette larve de libellule, elle se terre à l'intérieur et ne bouge plus. Un camouflage efficace car le prédateur continue son chemin, ratant ainsi une proie à la taille de son redoutable appétit. La larve de frigane, en consommant les algues qui se développent sur les rameaux de la plante carnivore et qui sont trop grosses pour le zooplancton, assure ainsi un entretien régulier du jardin potager.
autre animal étrange, un phylopode, profite lui aussi de cette nourriture abondante au sein des plantes utriculaires. Un crustacé primitif et nacré, dont les pattes ont des fonctions multiples. Elles ondulent de façon synchronisée pour sa respiration et lui permettent de nager. La femelle héberge sous sa carapace translucide ses petits, qui ne deviendront libres qu'à la mort ou lors de la mue de leur mère porteuse. Tiens, un voyageur se pose. C'est un canard musqué. À l'évidence, cette mare l'intéresse. À peine posé, il fouille avec son bec. C'est justement sur notre plante carnivore que son choix se porte. Est-ce un hasard? Probablement pas, car par ce choix, il consomme un aliment complet, de quoi satisfaire tous ses besoins. Avoir cette joute entre deux mâles pour obtenir les faveurs d'une femelle, ce site semble être apprécié, malgré la présence plus que menaçante des caïmans. Mais il n'y a pas que les canards musqués qui sont attirés par cette mare pour leur reproduction. Un fait nouveau, tout à fait extraordinaire, va venir bouleverser brutalement ce fragile système. L'arrivée de nouveaux locataires, et pas des moindres. Le scientifique découvre que ce sanctuaire est non seulement l'un des derniers refuges pour le caïman noir, mais devient maintenant, sous ses yeux, le plus important site connu au monde pour la reproduction d'un oiseau rarissime, le héron agami. Avec ses partenaires, il assiste à l'arrivée massive en quelques jours de ces magnifiques oiseaux totalement méconnus qui par centaines s'installent sur les arbres qui bordent la mare. Les ornithologues en compteront plus de 5000. On pénètre vraiment dans le sanctuaire à Agami actuellement, donc ce superbe héron où on a à peu près tous les stades de développement, du poussin au nid, aux œufs. C'est vraiment un oiseau assez fabuleux et il était tellement rare que on pouvait rien, on n'en connaissait rien au niveau de son écologie, de sa biologie. Aussitôt commence un balai au-dessus de l'eau sous le regard intéressé des caïmans. Les oiseaux transportent des petites branches et construisent des nids. Où le trouve-t-il ce bois mort? Sur les arbres affaiblis par le broutage permanent des oasins. Grâce à ces oiseaux résidents à l'année et consommateurs de feuilles, le site offre suffisamment de bois mort pour permettre la confection de milliers de nids. Daniel Guiral vient de mettre en évidence un rôle encore jamais décrit chez ces oiseaux. Les oasins, par leur broutage, ont modifié le milieu et l'ont rendu attractif pour une autre espèce, les hérons agami. À peine les hérons agami sont-ils arrivés qu'un autre héron vient s'installer à son tour, le héron savaku. En revanche, pour construire son nid, le héron savaku n'utilise pas de bois mort. Avec son bec puissant, il casse de jeunes rameaux feuillus. La compétition avec les agamis se limite ainsi à la recherche d'espaces disponibles pour l'installation des nids dans les arbres. Mais alors, une question se pose. Que vont manger ces nouveaux immigrés et leurs poussins, puisque cette mare ne fonctionne que grâce à de subtils échanges permettant une utilisation maximale du peu de ressources disponibles?
Les ornithologues venus rejoindre Daniel Guiral vont tenter de résoudre cette énigme. Les hérons agamis, les plus nombreux, ont une activité essentiellement nocturne. Dans la journée, ils s'occupent du nid, le consolident, couvent et se défient. Jamais les scientifiques ne les verront pêcher dans le marais. Mais la nuit, équipés de matériel infrarouge, les ornithologues vont observer l'activité de cette colonie pendant plusieurs nuits. Ah, tu vois là, il y en a un qui sort et il va en plein ouest celui-là. Donc plein ouest. Et là, on ne retombe pas sur nos pattes en termes de chiffres, donc forcément il faut que les oiseaux ils restent plusieurs jours à la colonie. Donc ça c'est un petit peu bizarre ça. On a dit qu'on avait à peu près 350 oiseaux qui étaient entrés, avec un maximum entre 20h et 21h30, puis après ça s'estompe et vers 23h il n'y a plus grand chose. Mais ils font pas les allers-retours chaque jour, c'est pas possible, on en verrait beaucoup plus. Ça serait vraiment curieux parce que chez les hérons, et surtout chez les petits hérons comme ça, en général quand même c'est nourrissage quotidien. Et voilà, il y a une question de plus à résoudre, mais là j'ai l'impression qu'on tient une piste. Les ornithologues vont déterminer qu'à tour de rôle, l'un des deux adultes s'endort sur une branche à proximité du nid. L'autre quitte la mare pour 2 ou 3 jours et ne reviendra pour nourrir les poussins par régurgitation qu'au petit matin, épuisé après avoir probablement parcouru des centaines de kilomètres. Ce comportement, jusqu'alors inconnu pour des hérons, est aussi la confirmation qu'aucun de ces milliers d'oiseaux ne se nourrit dans ce marais dépourvu de ressources alimentaires. Les surprises ne sont pas terminées pour les scientifiques. Une nouvelle colonie s'installe quelques semaines après les hérons agamis et les hérons savaku. Ce sont des aningas d'Amérique, dont la reproduction n'avait jamais été jusqu'alors observée en Guyane. Les femelles marron clair et les mâles à la superbe parure noire et blanche construisent ensemble les nids sur les rares arbustes encore disponibles. Ces grands oiseaux, très habiles voiliers tournoyant haut dans le ciel sans aucun effort apparent, sont aussi pourvus de palmes qui leur permettent de nager et de poursuivre leur proie sous l'eau. Les palmes sont en outre dotées de griffes pour permettre une meilleure accroche dans les branches. Un équipement parfaitement adapté à la vie quotidienne de ces très redoutables pêcheurs qui détectent leur proie depuis le ciel. Les ornithologues observent chez ces oiseaux un comportement proche de celui des aigrettes blanches. Les aningas quittent régulièrement la mare pour aller pêcher et reviennent nourrir leurs poussins par régurgitation.
La place commence à manquer autour de cette mare, décidément très appréciée comme site de reproduction. Les arbres sont tellement occupés que des conflits de territoire éclatent au sein d'une même espèce et entre espèces. Les colonies d'aigrettes blanches de hérons agami, de hérons savaku et d'aninga ont provoqué une véritable surpopulation autour de cette mare, encore si tranquille il y a quelques semaines. Il est bien évident que cette mare ne peut nourrir toute cette foule. C'est donc pour son isolement absolu et sa sécurité que ces milliers d'oiseaux ont choisi cet endroit. Aucun prédateur terrestre comme les singes ou les iguanes, qui feraient des ravages dans les nids s'ils les atteignaient, ne se risque à s'aventurer dans cette zone. Les caïmans noirs sont les meilleurs garants de cette sécurité. En puissants seigneurs, ils circulent inlassablement au pied des arbres. Ce gardiennage de tout instant impose cependant le sacrifice de certains. Ici, il n'y a pas droit à l'erreur. Une chute du nid est fatale. C'est en quelque sorte la taxe à payer pour cet efficace gardiennage. Et gare aux jeunes hérons qui se trompent de nid au retour de leurs toutes premières explorations, car la sanction du propriétaire peut être immédiate. Cette petite proportion d'oiseaux qui tombent des nids constitue un apport bien réel de nourriture pour les caïmans et vient compenser en partie la pauvreté de cette mare. L'arrivée massive de ces oiseaux migrateurs sur les arbres qui entourent la mare risque fort de changer la donne. L'intégration brutale de milliers d'immigrants n'est jamais sans conséquence, quelles que soient les sociétés. Ces milliers d'oiseaux vont produire des déjections en quantité énorme. Et cette matière, c'est du guano, un fertilisant majeur qui contient toutes les briques nécessaires à la vie et en particulier les plus essentielles, l'azote et le phosphore. L'importation de ces éléments rompt totalement la situation d'autarcie qui caractérisait jusqu'alors le fonctionnement de la mare. Voilà. On va venir vraiment très très doucement. Grâce à ces apports, cette mare va-t-elle alors sortir de sa situation d'extrême pénurie? Donc là, en dosant l'azote et phosphore, on va pouvoir vérifier cette hypothèse du rôle que peuvent avoir les oiseaux sur le fonctionnement global de ce milieu en termes d'apport défiante des adultes mais aussi des poussins. Dans ces prélèvements, le scientifique constate que l'eau abrite toujours aussi peu de vie, même si elle contient maintenant beaucoup d'azote et de phosphore. Tous ces apports nutritifs tombés des arbres ne servent à rien car ils sont inutilisables. En effet, c'est la saison des pluies, et même si le lessivage des feuilles et des branches d'arbres est intense, une trop grande dilution des déjections d'oiseaux et l'absence de soleil rendent leur utilisation impossible par les algues. Personne ne profite donc de cette manne qui reste désespérément inutilisable. Pas même les plantes carnivores qui de toute façon n'en ont pas besoin. Leur stratégie leur permet de vivre sans azote et sans phosphore dissous dans l'eau. Mais le scientifique demeure perplexe. Cette technique sophistiquée de capture ne suffit pas à expliquer la bonne santé de ces plantes dans ce milieu très pauvre. Car si la plante capture des proies grâce à ses pièges, elle n'en est pas moins dépourvue de système digestif. La technique de digestion de cette plante carnivore reste totalement inconnue. Comment faire pour tirer parti du zooplancton et s'en approprier l'azote et le phosphore? La chance est avec Daniel Guéral et c'est une première scientifique. Il parvient à observer sur des utriculaires vivantes, au plus intime des pièges et à très fort grossissement, une activité insoupçonnée.
ils découvrent une densité considérable de protozoaires nageant à l'intérieur du piège. À la jonction entre la tête et le corps d'une larve de moustique récemment capturée, c'est toute une armée qui s'engouffre dans la brèche et qui envahit la larve d'insecte pour la digérer de l'intérieur. Les pièges de l'utriculaire hébergent des protozoaires à qui la plante carnivore offre le gîte et le couvert. Ainsi, ces faibles protozoaires ont la possibilité de s'alimenter sur des proies énormes pour eux qu'ils seraient bien incapables de capturer eux-mêmes. En retour, au cours de cette consommation, l'azote et le phosphore des proies passent en solution dans l'eau à l'intérieur du piège. Cette eau sera alors progressivement évacuée des pièges pour permettre de recréer le vide indispensable à une nouvelle capture. L'azote et le phosphore sont ainsi rejetés à l'extérieur et vont servir à la fois à la croissance de la plante carnivore, bien sûr, mais aussi à nourrir les algues qui vivent fixées sur les pièges. Ces pièges seront ainsi encore un peu plus attractifs pour les futures proies. C'est comme si notre lion perdu dans son désert récupérait une à une ses propres déjections pour améliorer la qualité de l'herbe de son jardin. Ces gazelles n'en seront que plus appétissantes et plus dépendantes. Le scientifique vient de mettre en lumière une stratégie d'adaptation à une pénurie de ressources tout à fait étonnante. Il s'agit au bout du compte d'une véritable symbiose à l'échelle microscopique, associant avec des bénéfices partagés deux protagonistes totalement improbables, des protozoaires et une plante aquatique. Oui, mais voilà, toute cette organisation complexe pour permettre la vie malgré une pénurie sévère d'éléments nutritifs va bientôt s'écrouler comme un château de cartes. Elle va même se retourner contre la plante et provoquer sa mort. Car cette stratégie n'a de sens que dans un contexte de pénurie. Or, un fait nouveau va tout faire basculer, l'arrivée de la saison sèche. Les nuages vont quitter cette zone après plusieurs mois de pluie. La température et l'ensoleillement seront alors maximum, avec des valeurs très élevées, car nous sommes ici à la verticale de l'équateur. Avec la très forte évaporation, la mare va se rétracter et attirer à elle l'eau des sous-bois périphériques extrêmement enrichie par les fientes des oiseaux. Tout l'azote et le phosphore apportés massivement par les déjections des milliers de hérons au cours de la saison des pluies vont maintenant être utilisés par les algues. La photosynthèse au sein des eaux de la mare va enfin démarrer. Les algues vont tellement proliférer que bientôt elles vont pulluler, formant des voiles à la surface de l'eau. La mare va ainsi passer d'un état de pénurie extrême à un état de richesse surabondante. Ces algues formant de longs filaments sont très différentes des rares espèces présentes à la saison des pluies. Elles sommeillaient au fond de la mare en attente de meilleures conditions. Ce passage brutal d'un état à un autre, radicalement différent, est très rare dans la nature. Il ne peut pas être sans conséquence pour les populations qui y vivent en permanence. C'est notre fameuse plante carnivore
Alors, complètement tapissé d'algues filamenteuses. Et ça va être intéressant de voir comment ça va pouvoir fonctionner quand tous ces pièges sont complètement coincés, englués dans ces algues filamenteuses. Les algues que notre plante carnivore entretenait avec parcimonie pour attirer ses proies vont elles aussi proliférer, ce qui va se traduire pour la plante par une conséquence inattendue, la mort par asphyxie. Ces pièges sont tellement englués par les algues filamenteuses qu'ils ne peuvent plus rien détecter. Toutes ces algues forment maintenant une gangue inextricable et impénétrable pour les proies, et de plus inconsommable pour elles, car trop longues. Du coup, ces algues ne sont maintenant plus du tout attractives. La mort de la plante est inexorable, car il n'existe pour elle plus aucun échappatoire possible. Ces algues maintiennent en effet la plante dans une totale obscurité. Impossible pour l'utriculaire de recourir à un mode de vie classique par photosynthèse, ce qui pourrait la sauver de cette mauvaise passe. Même ses rameaux verts les plus proches de la surface de l'eau sont maintenus dans une nuit permanente. L'adaptation remarquable de la plante à la pénurie des ressources s'est totalement retournée contre elle et est ainsi devenue un piège fatal. Elle étouffe, incapable d'exploiter les éléments nutritifs pourtant présents en abondance dans l'eau, car toute son adaptation avait justement pour objectif de pouvoir s'en passer. Mais le malheur des uns faisant toujours le bonheur des autres, toute cette profusion d'algues et de bactéries va constituer, après des mois de disette, une nourriture enfin abondante pour le zooplancton qui va à son tour proliférer. Ce zooplancton, maintenant libéré de la prédation des plantes carnivores, en train d'agoniser, va être exploité par une nouvelle communauté tout aussi affamée, les alevins de poissons. La forte évaporation, en concentrant l'eau de la mare, a attiré vers elle les poissons et les caïmans qui, au cours de la saison des pluies, s'étaient éparpillés dans l'ensemble du marais. C'est maintenant, dans cette mare, que les poissons vont se reproduire. Grâce à la photosynthèse des algues, l'eau est enrichie en oxygène et la respiration des alevins est ainsi possible. Cette migration des poissons de l'ensemble du marais vers la mare, imposée par l'assèchement du marais, entraînera aussi celle des caïmans. Bien que très nombreux, ils seront assurés de repas réguliers et de consommateurs d'oiseaux, ils seront alors consommateurs de poissons. Devenus suffisamment vigoureux dès la prochaine saison des pluies, les poissons s'en iront avec le trop-plein d'eau repeupler l'ensemble du marais. Et c'est là le deuxième rôle fondamental joué par cette mare. Si en saison des pluies, cette mare est un site d'importance internationale pour la nidification de très rares hérons, en saison sèche, elle permet la reproduction des poissons pour l'ensemble du marais. Plus surprenant encore, ces deux fonctions sont indissociables l'une de l'autre, avec comme lien les fientes des oiseaux, à la fois élément de perturbation de la vie dans la mare et d'organisation de tout le marais de Caux. Que nous apprend cet écosystème vierge de tout contact avec l'homme? Que face à une situation de pénurie de ressources, les millions d'années d'évolution ont abouti à des astuces extraordinaires qui permettent au moindre photon, à la moindre calorie, à la moindre molécule organique d'être utilisée de façon optimale et la plus rentable possible. Ici, le gaspillage n'existe pas.
Toutes ces stratégies ont permis à la vie de s'installer à travers des espèces très différentes, à condition qu'elles pratiquent impérativement entre elles des échanges. Un équilibre remarquable s'est installé, mais extrêmement fragile. En revanche, en situation de richesse, seules quelques espèces se développent au détriment des autres. Cette mare n'est-elle pas le reflet des sociétés humaines qui, lorsqu'elles sont pauvres, trouvent les astuces les plus inouïes pour ne pas disparaître, mais qui, lorsqu'elles sont riches, s'approprient toute l'énergie au mépris de celles trop adaptées à une situation de pénurie. Au cours des dernières décennies, la lente prise de conscience de l'importance de l'écologie a provoqué un total renversement de l'image de ces marais auparavant dénigrés, qui maintenant sont perçus comme des oasis de biodiversité qu'il est plus qu'urgent de préserver. Papa.